Monsieur Blasi, bonjour. Bonjour. Nous sommes à, en gros, un mois et demi des présidentielles. Les sondages donnent François Bayrou comme un bon présidentiable, peut-être le meilleur présidentiable, mais les intentions de vote suivent moins. Est-ce que M. Bayrou peut encore, dans les 6 semaines qui restent, grimper dans le peloton de tête ? D'abord, vous dire que moi je suis heureux de revenir dans cette radio après 4 ans d'absence. Je vous écoute régulièrement. Merci. Pour François Bayrou, ce qui est très en effet intéressant, c'est que lorsqu'on pose la question aux Français, quel est le programme qui est le plus structuré et le plus crédible, ils répondent celui de François Bayrou. J'ai vu même hier que pour cette ambiance anti-Sarkozy globale en France que l'on sent, eh bien, 53% des Français sont déçus, ne font pas confiance au programme de François Hollande. Et donc, je crois là, en effet, comme vous l'avez très bien dit, en tant que présidentiabilité, il est le meilleur. Ensuite, je suis persuadé, après cette émission politique de France 2 jeudi dernier, qu'il va y avoir une montée progressive dans les sondages. C'est maintenant qu'il faut monter. Ce n'était pas il y a un mois. Yves Doré. Alors justement, vous parlez de cette émission sur France 2. Sur la fameuse question de « et si vous n'étiez pas, M. Bayrou, au second tour », ce qui est quand même une possibilité, il a semblé faire un peu volte-face, François Bayrou. Il avait laissé entendre que cette fois, il choisirait son camp, et puis là, plus rien. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que quand vous voyez que les Français estiment que vous avez le programme le plus crédible, il est évident qu'à un moment donné, on voit bien que les Français sont déçus par cette campagne. On voit bien que la sarko-hollandisation finit par être rejetée par les Français. Regardez ce qui va se passer tout à l'heure à Villepinte. Moi, j'ai envie de dire... On va y venir. Non, mais bien sûr, mais regarde, sur la question on ne voit que ça. On ne voit que des sortes de... une ambiance médiatico-politique qui est faite comme si le second tour était déjà joué. Comprenez que nous jouons pour être qualifiés au second tour, et donc on ne peut pas se mettre un instant dans la solution, dans la possibilité de ne pas être au second tour. Il y a un candidat aujourd'hui qui est président de la République, qui est candidat pour la 2e fois à l'élection présidentielle, et qui vient de dire « si je suis battu, eh bien je quitterai la vie politique ». Quelle faute! Pas vis-à-vis de lui, pas vis-à-vis des militants, mais c'est vis-à-vis de la France. Ce qui est important, c'est la France, c'est pas sa carrière personnelle. S'il est battu, il doit continuer à se battre avec ses idées. Et donc, c'est pareil, si François Bayrou disait demain, écoutez, moi je risque de ne pas être au second tour, non, il sera au second tour, parce qu'à mon avis, d'ailleurs, c'est celui qui est le plus présidentiable des trois. Alors, François Bayrou nous disait à l'émission de France 2, justement, Sarkozy, c'est la division, et Hollande, c'est l'illusion. Qu'est-ce qui est mieux, finalement, ou qu'est-ce qui est pire ? La division ou l'illusion ? Vous êtes mis d'accord tous les deux pour me faire trébucher. Non, en réalité, les deux sont terribles. Et d'ailleurs, les deux s'entraident dans cette élection. On voit bien que lorsqu'on pose la question aux électeurs potentiels d'Hollande, ils disent que leur première envie, c'est de voir Nicolas Sarkozy partir. Et lorsqu'on pose la question à ceux qui votent pour Nicolas Sarkozy, le plus grand moteur qu'ils aient, c'est de battre la gauche. On ne peut pas continuer avec une France coupée en deux. Quand vous voyez que nous avons 1600 milliards de dettes sur 2000 milliards de PIB, quand vous voyez que nous avons 75 milliards de déficit de commerce extérieur, et que l'Allemagne en a 160 milliards de plus, mais je trouve effrayant que les réformes que nous allons avoir à faire sont des réformes qui méritent une unité nationale. Une unité nationale. Prendre les meilleurs à droite, prendre les meilleurs à gauche pour arriver à accepter ou à faire accepter aux Français les grandes réformes qu'il nous faut. Comment augmenter la compétitivité ? Comment Philippe diminuer Douste-Blazy, on ne va pas tourner autour du pot non plus sur cette question trop longtemps, mais simplement, dites-nous vous-même, pour vous-même au moins, pour ce qui vous engage, vous êtes un des fondateurs de l'UMP. Est-ce que vous vous sentez encore aujourd'hui un homme de droite ou tout au moins au centre droit? Alors moi j'ai toujours été au centre droit. Et vous continuez? Bien sûr. Je vais vous dire, je vais vous répondre très très précisément. Il y a des
millions de gens qui se sentent au centre-gauche ou à gauche, qui votent pour François Bayrou. Et moi, je suis au centre-droit, j'ai toujours été au centre-droit. J'ai cru à un moment donné qu'en effet, on pourrait faire ce grand parti de centre-droit, humaniste, social, européen. Avec Alain Juppé, d'ailleurs, ça fonctionnait très bien. Dès que Nicolas Sarkozy est arrivé dans cette campagne, dans cette présidence de l'UMP, j'ai senti que ce n'était plus ma place. Bon, très bien. Donc, je réintègre ce centre-droit. Et dans François Bayrou, il n'y a pas que du centre-droit, il y a aussi du centre-gauche. Mais moi, vous me posez la question, centre-droit. Moi, je vais vous dire, tous ceux qui sont comme moi doivent comprendre une chose. Nicolas Sarkozy ne battra jamais François Hollande. Jamais. On le sait tous maintenant très bien. C'est le 50e sondage où au maximum il fait 45% et au minimum 42%. C'est-à-dire qu'on va vers une élection qui serait énorme. Si Nicolas Sarkozy était contre François Hollande au second tour, François Hollande gagnerait haut la main. Je vous le dis aujourd'hui dans cette radio à votre micro. Donc la seule solution, pour ceux qui sont comme moi, qui ne souhaitent pas avoir les socialistes gouverner ce pays, avec des promesses électorales inouïssimes par rapport au déficit abyssal de la France. On sait très bien qu'on ne fera jamais ces centaines de milliers d'emplois à venir. Il le sait très bien d'ailleurs. On ne fera jamais ces 62 000 postes d'étudiants, etc. Eh bien, moi, 60 000 postes de fonctionnaires d'enseignement, c'est ça que vous dites? Oui, 62 000 postes de fonctionnaires de l'éducation nationale. Eh bien, je dis que la seule solution pour éviter François Hollande, c'est justement que François Bayrou soit au second tour. Donc, votons utile au premier tour et votons François Bayrou. Bien, alors il y en a qui n'ont pas fait le même choix que vous, qui sont aussi étiquetés centre-droit, qui sont notamment les gens du Parti radical. Alors, il y a le grand meeting de Villepinte tout à l'heure, et alors la position du Parti radical de Jean-Louis Borloo est assez complexe, parce que il apporte un soutien vigilant, et en même temps, il ne viendra pas à Villepinte. Oui. Est-ce que c'est un soutien sans soutien? Comment vous interprétez cette position de M. Borloo? Écoutez, moi je suis plutôt scientifique de formation, c'est assez simple. Il y a 3 candidats. Il y a Nicolas Sarkozy, il y a, donc c'est le grand jour, d'après ce qu'on nous dit à l'UMP, il y a François Hollande et il y a François Bayrou. Donc Jean-Louis Borloo a décidé, d'après ce que j'ai compris sur pression de ses amis, de ne pas aller à soutenir Nicolas Sarkozy à Villepinte. Donc il ne soutient pas Nicolas Sarkozy. Donc il ne soutient pas, à mon avis, François Hollande. Donc il est évident que va se reconstruire une très très grande famille politique autour de ce qu'on appelle le centre, qui n'est pas ni la droite ni la gauche, qui sont des valeurs humanistes, des valeurs sociales, démocrates, républicaines et radicales. C'est évident. Donc Ramayad a été très clair. Ramayad a dit « Je ne veux pas soutenir un président qui ne donne pas dans son programme les valeurs auxquelles je tiens ». Voilà. Alors, elle a dit aussi, Ramayad, qui était attendue dans ce meeting de Villepinte dans un premier temps, a dit qu'elle ne s'y rendrait pas. Elle a dit aussi qu'elle ne rejoindrait jamais François Hollande. C'est une candidate pour vous? Si elle ne va ni Nicolas Sarkozy, ni chez François Hollande, et comme avec moi, elle est une grande pourfendeur du Front National, je ne sais pas, mais enfin, c'est à vous à faire peut-être acte de raisonnement construit. Bon, mais juste au-delà du raisonnement construit, je sais que vous avez eu des discussions avec Ramayad pour essayer de la rallier. Pourquoi, au fond, ne vous a-t-elle pas rejoint? Quel est le problème? Ah non, parce que quel est le problème? Non, mais je n'ai absolument pas parlé avec Ramayad depuis longtemps. Je pense que c'est à elle à voir cela. Elle souhaite faire une carrière politique, elle a tout à fait raison. On voit bien les mêmes valeurs que nous. Nous partageons les mêmes valeurs, hein, ça se voit. Bon. Et moi, je crois que les valeurs sont plus importantes encore qu'un programme. Et je crois que ces valeurs-là, on le voit bien, la droitisation de Nicolas Sarkozy est une droitisation qui nous éloigne progressivement les uns et les autres de lui. En réalité, on va voir ce qui se passe aujourd'hui, mais à chaque fois que Nicolas Sarkozy fait un discours, on voit bien dessous la guerre des plumes. C'est-à-dire, est-ce que c'est M. Buisson qui a gagné? Est-ce que c'est M. Guénaud qui a gagné? Alors, parfois, c'est M. Buisson. Alors, on voit bien qu'on va pourfendre, on va essayer de diviser les Français pro ou contre les musulmans, pro ou contre ceux qui sont pour la viande cachère. Enfin, voilà, des choses qui sont totalement ridicules. Et de l'autre côté,
vous avez parfois M. Guénaud qui peut gagner. Alors là, on va fiscaliser les dividendes des multinationales du CAC 40 qui gagnent de l'argent à l'étranger. Alors on va parler de la viande halal et de la viande cachère et de la déclaration de François Fillon, mais on parlait de Ramayad quand elle déclare au point « Nous avons le sentiment d'avoir le pistolet du Front National sur la tempe ». C'est votre sentiment aussi? Oui, absolument. Je pense que c'est une très belle formule parce que qu'est-ce qui se passe? Tout de cette stratégie n'est pas un dérapage. Il ne faut pas se tromper. Toute cette stratégie de Nicolas Sarkozy. De Nicolas Sarkozy, oui, oui. Toute la stratégie de Nicolas Sarkozy n'est pas un dérapage. C'est parfaitement structuré, parfaitement réfléchi et parfaitement assumé. Donc moi, je n'ai absolument aucun problème pour assumer le fait que ce n'est pas ma ligne politique. Bon. Donc je pense que le but est de faire revenir des électeurs qui votent Front National. Là, je dois dire que moi, je ne peux qu'applaudir si le Front National baisse et si la droite républicaine... voilà. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il ne faut pas aller jusqu'à défendre, jusqu'à stigmatiser les Français les uns contre les autres. On ne peut pas diviser la communauté nationale. Je reviens sur le référendum. Le référendum sur le statut des chômeurs. Est-ce que vous vous rendez compte la grossièreté de raisonnement que c'est? Que l'on fasse un référendum sur quelles sont les solutions économiques au chômage, augmentation de TVA ou autre chose. Ça, c'est normal. Mais qu'on stigmatise les chômeurs, dans chaque famille de France, il y a un chômeur, ou deux, ou trois, malheureusement. Et ces gens vivent un drame absolu sur le plan personnel. J'en connais qui ont fait des dépressions, j'en connais qui sont voulu suicider, j'en connais qui ne peuvent pas croiser le regard de leurs enfants, qui font croire même à leur famille qu'ils partent le matin travailler. Est-ce que vous croyez qu'il est normal de faire croire que la plupart d'entre eux ne veulent pas travailler? C'est faux, ils feraient n'importe quoi pour travailler. Et donc il ne faut pas faire de choses comme ça. La personne humaine doit être respectée, l'autre doit être respecté. Et je ne sens pas que dans la campagne de M. Sarkozy, ce soit le cas. Alors justement, dans cette stratégie, disons, que vous décrivez de Nicolas Sarkozy, il y a le débat sur l'abattage rituel que Nicolas Sarkozy a repris à son compte, puisqu'il a évoqué la nécessité d'une traçabilité, d'un étiquetage de la viande. Mais ce qui a retenu l'attention, c'est cette phrase de François Fillon, qui a qualifié l'abattage rituel de pratique, de méthode ancestrale, qu'il faudrait peut-être, alors je le dis en substance, mais qu'il faudrait un peu revoir à l'aune de la modernité, etc. Qu'est-ce que vous attendiez à une telle déclaration de François Fillon qui passe pour être un homme intelligent et cultivé? Je ne veux pas être cruel, mais j'ai envie de dire que, en réalité, la vérité est que Nicolas Sarkozy a été président de la République et Premier ministre. C'est la première fois, sous la Ve, que l'on voit une absence de Premier ministre à Matignon. Le Premier ministre était à l'Élysée. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va payer, Nicolas Sarkozy. Et donc, sur François Fillon, et donc, ça veut dire ce que vous dites? Et donc, ça veut dire que pour la première fois qu'il parle, véritablement, en tant que Premier ministre, il dit une monstruosité. Parce que s'il y a bien quelque chose qu'il faut respecter, ce sont les religions. Et s'il y a quelque chose qu'il faut bien respecter aussi, c'est la laïcité. On peut être à la fois très croyant et très laïque. C'est la beauté de notre pays, c'est la dignité de notre pays. Mais d'ailleurs, s'il connaissait mieux les choses, dans la Torah, au départ, avant l'épisode du déluge, le régime pour la communauté juive était végétalienne. Donc il faut faire très attention à ce que l'on dit. Il faut respecter, il ne faut pas stigmatiser les communautés religieuses. Pour vous, ça relève d'une conception agressive de la laïcité? C'est-à-dire qu'un Premier ministre n'a pas à s'exprimer là-dessus. On a un Premier ministre, un ministre, quelqu'un de l'opposition, un leader politique n'a pas à donner des conseils sur les rites, sur les religions. C'est quelque chose qui est totalement hors propos. Et c'est même une faute parce que regardez le monde aujourd'hui, regardez les extrémismes à droite ou à gauche et regardez l'importance de ce que représente la politique qui s'appelle le vivre ensemble. La politique, c'est vivre ensemble. Et donc, c'est comme si pratiquement dans le subconscient, parce que dans une élection présidentielle, dans ces grands moments qui structurent la vie politique de ce pays ou des autres pays, dans les émissions politiques comme celles que l'on fait,
le rouleau compresseur des journalistes, les questions qui arrivent, font qu'à un moment donné, vous sortez ce que vous êtes. Et là, j'espère de tout mon cœur que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cœur qui a parlé ou la psychanalyse qui a parlé. Mais on ne touche pas aux religions. Alors, dans un autre style, et là, ce n'est pas sous le feu roulant de questions de journalistes, François Hollande, dans un grand discours hier, a souhaité que l'on supprime le mot race de notre Constitution. Comme vous le savez, il a dit il n'y a pas de place dans la République pour la race, et c'est pourquoi je demanderai au lendemain de la présidentielle au Parlement de supprimer le mot race de notre Constitution. Alors je rappelle juste quand même à nos auditeurs que le mot race est inscrit de manière plutôt positive dans notre Constitution, puisque la Constitution dit la République ne craint pas la diversité, parce que la diversité c'est le mouvement. Non, pardon. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Est-ce que vous pensez que François Hollande a raison de vouloir supprimer le mot race dans la Constitution ? Je vais vous répondre d'abord sur le plan politique, sur le moment politique où il le dit, et ensuite sur le fond. Sur le moment politique où il le dit, je trouve que ça, j'ai envie de dire, ça continue, quoi. On prend une campagne électorale qui est le moment le plus important, comme je viens de le dire, de la vie politique française, pour parler des vrais sujets. Quel est le pouvoir, comment augmenter le pouvoir d'achat des Français qui nous écoutent, comment diminuer la dette, comment restructurer l'Europe pour être forte. Et là, on parle de halal, de kasher ou de race dans la Constitution. J'ai envie de dire, mais c'est quoi cet écran de fumée ? Arrêtons, ce sont quand même des gens qui risquent de gouverner la France. Donc, il faut revenir au vrai sujet. On en a marre de ces écrans de fumée. Bon, sur le fond. Alors maintenant, sur le fond, aujourd'hui, on dirait, quelle que soit la couleur de peau. Voilà. Mais c'est quoi la couleur de peau ? C'est-à-dire, aujourd'hui, on dit, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la langue, quelle que soit la culture, quelle que soit la classe socio-professionnelle. Mais c'est quoi la couleur de peau ? La couleur de peau, le mot espèce est un mot important, l'espèce humaine. L'homme est égal, quelle que soit sa couleur de peau, donc quelle que soit sa race, évidemment. Donc, je crois que là aussi, il le sait aussi bien que moi, sinon mieux que moi, François Hollande, qui est quelqu'un de cultivé, de raffiné. Bon, la question n'est pas là. Mais il ne faut pas employer ce mot pour raviver les choses, vous comprenez ? Comme si les autres étaient racistes. Donc vous n'êtes pas favorable à ce qu'on touche au mot race dans la Constitution ? Non, mais j'explique surtout, parce que si je dis encore, c'est faire le jeu, je ne veux pas faire le jeu de celui qui a dit ça. Donc je ne veux même pas répondre sur le sujet. Le mot race est un mot qui existe. C'est pas parce qu'on reconnaît des races qu'on est raciste. Au contraire, c'est parce qu'on reconnaît des races et qu'on estime que toutes les races sont égales. Voilà. Alors Philippe Douste-Blazy, on va parler de quelques questions de fond, puisque vous nous y invitez. Vous proposez, quand je dis vous, c'est le MoDem d'une manière générale, un président de l'Europe. Vous souhaitez une intégration plus grande de l'Europe. Vous trouvez que c'est le moment, alors que l'Europe est en crise et que nos concitoyens ont du mal à y croire de nouveau ? Justement, pourquoi l'Europe est en crise ? Voilà maintenant 11 ans, nous avons partagé une chose qui n'est pas banale quand même, c'est une monnaie unique. Il y a 25 ans, je n'aurais jamais cru qu'on puisse avoir une monnaie unique. Bon. Aujourd'hui, on a une monnaie unique, mais dans cette monnaie unique, nous n'avons pas un gouvernement économique. Donc, ce qui fait qu'un pays peut être amené à ne pas payer d'impôts, comme la plupart des Grecs, et ça ne se voit pas. Les Grecs sont souverains, certes. Enfin, quand même, à un moment donné, il faut peut-être dire, si on partage la monnaie, donc on partage les avantages de la monnaie, mais les risques aussi de la monnaie. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui vous tire vers le bas sans qu'il y ait un chef à un moment donné qui dise « Attendez, là, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait ». Donc, évidemment, il faut un gouvernement économique. Évidemment, il faut aussi un pouvoir politique. Moi, je ne connais pas une seule institution au monde qui marche sans un régime politique. Donc, le jour où, en Syrie, le jour où, sur le conflit israélo-palestinien, le jour où, en Afrique, il y aura un président au suffrage universel reconnu puisque élu, alors là, il aura un poids énorme par rapport au président américain. Donc un visage, une voix, une Europe politique. Voilà ce que dit François Bayrou, c'est le seul à le dire. Mais très concrètement, pour que ça puisse exister, est-ce qu'il ne faut pas que la Grande-Bretagne, à ce moment-là, sorte de l'Europe ? Parce qu'on sait bien que tant que la Grande-Bretagne sera là,
il n'y aura pas un président de l'Europe élu au suffrage universel qui pourrait montrer une indépendance vis-à-vis de l'Amérique. Oui, non, mais ça, je veux dire, c'est chaque peuple qui va le décider. Ce sont des décisions majeures. Est-ce que vous acceptez ou pas d'être dans un pays où on va voter au suffrage universel pour le... mais l'Europe va se refaire comme ça. On a commencé à quelques-uns. Quand on demande à François Bayrou où irez-vous si vous êtes élu, il répond, j'irai bien sûr en Italie, en Allemagne, au Benelux. C'est quoi? Ce sont les pays fondateurs. Ah oui. C'est pas uniquement l'Allemagne. Est-ce qu'il ne faut pas aller en Angleterre pour aller convaincre monsieur non, Cameron de changer sa position? C'est là que c'est compliqué. Oui, sauf qu'il faut revenir à ce que nous sommes. Nous sommes partis à quelques-uns. Nous devons donc continuer à approfondir à quelques-uns et à proposer aux autres de venir. Mais si on attend que 27 soient d'accord sur tout, alors nous allons stagner, alors il y aura une crise et alors plus personne ne sera véritablement européen. C'est une force extraordinaire. Comment voulez-vous retrouver le chemin de la croissance si vous ne faites pas une Europe politique? Est-ce que vous savez que la zone euro, par exemple, n'est pas en déficit? Il n'y a aucun déficit de la zone euro. Et que la zone euro, elle peut aujourd'hui emprunter 5 000 milliards de dollars demain pour faire des grands travaux, pour partir sur l'innovation, pour partir sur la recherche, pour partir sur les nouveaux ingénieurs. Si l'Europe, aujourd'hui, ne met pas des centaines de milliards dans la recherche, dans l'innovation, dans la jeunesse, dans l'éducation, dans l'université, alors c'est l'Inde et la Chine qui vont fabriquer les nouveaux produits. Aujourd'hui, l'Inde et la Chine copient nos produits, c'est une chose. Mais demain, ils risquent de faire nos avions, nos fusées, nos ordinateurs. Et ça, c'est le début de la catastrophe. Alors, on va parler de la Syrie, puisque vous êtes secrétaire général adjoint des Nations Unies et que Kofi Annan se rend dans ce pays. Yves Deray sur la Syrie. Ensuite, je dirai un mot, je vous interrogerai sur les roquettes qui tombent à Gaza depuis hier. Oui, donc Kofi Annan, émissaire des Nations Unies, a rencontré Bachar el-Assad pour essayer de trouver une issue politique, diplomatique à ce conflit qui fait des milliers de morts, on peut le dire aujourd'hui. Visiblement, Bachar el-Assad pense que tant qu'il y a ce qu'il appelle des bandes terroristes qui sévissent sur son territoire, il n'y aura pas d'issue politique ou diplomatique. Alors est-ce que selon vous, il faut passer à un stade supérieur aujourd'hui dans les sanctions, voire s'orienter vers une intervention militaire, comme on l'a fait en Libye? D'abord, c'est une honte, ce que l'on voit. Vous avez dit quelques milliers, 8500 morts à peu près depuis un an, presque un an. Un président sanguinaire, dictateur effrayant. Que Nicolas Sarkozy a essayé de remettre dans le jeu en son temps. Hein. Oui, c'est effrayant. C'était une faute. C'était une faute. Oui, enfin, on connaît Bachar el-Assad depuis longtemps. On sait que cette dictature sanguinaire dure depuis longtemps. Nous sommes les amis des Libanais, hein, ne l'oublions jamais. Donc on sait ce qui s'est passé entre la Syrie et le Liban. On sait ce qui se passe aussi entre le Hamas et la Syrie, et on sait ce qui se passe entre le Hezbollah aussi et la Syrie. Donc je veux dire, on connaît très bien Bachar el-Assad, on sait qui il est. Je pense qu'Alain Juppé est très courageux dans cette affaire. Et j'espère de tout mon cœur que l'élection russe étant passée, avec cette campagne anti-occidentale dont il a le secret, maintenant qu'il est élu, il faut à tout prix qu'il accepte une résolution, au moins pour un cessez. Oui, je parle de Poutine. Au moins pour le cessez-le-feu humanitaire. Je crains que la résolution qui demande un cessez-le-feu humanitaire plus un changement politique en Syrie continue à être refusée et par les Russes et par les Chinois. Mais il est évident, pour répondre à votre dernière question, qu'on ne peut pas aller militairement aujourd'hui en Syrie tant que nous n'avons pas un mandat du Conseil de sécurité. Nous avons 13 membres sur 15 qui nous soutiennent. Il en manque 2, la Russie et la Chine. Si l'Europe politique que vous appelez de vos voeux était constituée, vous pensez que l'issue de ce genre de débat pourrait évoluer? Certainement. Je pense qu'on pèserait beaucoup plus fort, beaucoup plus lourd. Vous savez, on voit bien le vrai visage de Poutine, là. Non seulement il n'a pas été élu démocratiquement, mais en plus, aujourd'hui, il fait la preuve d'une froideur vis-à-vis de ses crimes qui me glacent. Philippe Douste-Blazy, 150 roquettes sont tombées hier sur Israël, tirées à partir de
Gaza, y compris sur la ville d'Ashkelon. Manifestement, ça n'est pas le Hamas, mais c'est le djihad islamique. Le Hamas se plaint de ne pas pouvoir contrôler la bande de Gaza. Est-ce qu'il faut craindre une escalade? Pour avoir été ministre des Affaires étrangères pendant 2 ans et pour suivre ces sujets de très près, je suis excessivement préoccupé par le fait que les choses se radicalisent, en réalité. Nous sommes vraiment tout à fait solidaires du peuple israélien qui vit l'horreur plus que l'insécurité. Et je crois qu'inlassablement, il faut maintenant aller très vite sur cette possibilité, que soient d'ailleurs les Israéliens, d'avoir un pays à côté d'eux, à condition qu'il y ait une sécurité. L'impuissance des grands pays aujourd'hui à régler ce problème est telle qu'il faut peut-être repartir à zéro. Il faut trouver un nouveau système. On ne peut pas continuer comme ça, où à chaque élection, les uns et les autres essaient de se faufiler en disant aux uns ne construisez pas des colonies, aux autres arrêtez avec l'insécurité. On sait que ça continue. Je me demande s'il ne faut pas un jour, quelque part, proposer un très grand processus tout à fait nouveau. Probablement le nouveau mandat du président français et le nouveau mandat du président américain pourrait amener à lancer une très grande opération mondiale sur ce sujet. Puisque vous parlez du président américain, Barack Obama a rencontré Benjamin Netanyahou, ils ont évoqué aussi le dossier iranien. Si, in fine, les Israéliens décidaient de frapper en Iran pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, quelle devrait être, selon vous, l'attitude de l'Europe ? Je pense qu'ils ne le feront pas d'abord. Je pense qu'ils ne le feront pas sans les Américains. Et d'autre part, je pense que les Américains ne le feront pas. Et je pense aussi qu'ils ont raison. Parce que, d'abord, moi je me souviens, quand j'étais ministre des Affaires étrangères, j'avais dit un jour qu'il fallait éviter que l'enrichissement nucléaire de l'uranium à 5% n'arrive à 20% pour que ça devienne une arme militaire. Et immédiatement, en quelques minutes, on a dit « Ah mon Dieu, la gaffe du ministre des Affaires étrangères ». Et c'était tout sauf une gaffe. Je voulais simplement dire ce que tout le monde dit tous les jours. Est-ce qu'il y a une arme atomique ou pas en Iran ? En réalité, elle est souterraine. Et votre réponse ? Ma réponse. Est-ce qu'on y est Non, mais je ne le sais pas. Mais ma réponse, c'est que, d'après ce que tout le monde sait, c'est plutôt souterrain. Et donc, il faut faire excessivement attention. Et puis, vous avez aussi immédiatement le Moyen-Orient, la rue arabe, qui pourrait tout à fait soutenir le roi d'Arabie Saoudite aujourd'hui, ou les Émirats Arabes Unis, ou le roi de Jordanie. Cette rue arabe va se radicaliser. Et ça serait évidemment très très grave. Il faut s'en sortir par le haut. Il nous reste peut-être dernière question, Yves une Doré. minute, on revient une seconde à la politique française. Vous avez, depuis le début de cette émission, tressé quelques lauriers à Alain Juppé, à la fois sur le plan intérieur. Vous disiez que l'UMP, à son époque, ça vous convenait, et sur le plan aussi international. Alors, question un peu d'école, mais si Alain Juppé avait été le candidat à la présidence de la République de la droite, j'ai l'impression que vous l'auriez soutenu et que vous ne seriez pas allé du côté de François Bayrou. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je crois que François Bayrou et Alain Juppé, comme François Bayrou et Jacques Delors, sont des personnes qui peuvent tout à fait se retrouver sur les grandes valeurs. Alain Juppé a dit l'autre jour, il faut cesser cette droitisation ridicule, parce qu'il pense comme nous. Et en réalité, c'est plutôt lui qui est, à mon avis, dans cette élection, enfin qui vient de dire ça. Non, je crois que depuis plusieurs jours, Nicolas Sarkozy multiplie les gestes désespérés qui deviennent de plus en plus, progressivement, au fil des jours, pour ses amis, des gestes désespérants. Et Alain Juppé l'a exprimé, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai vu dans la presse récemment. Philippe Douste-Blazy, secrétaire général adjoint des Nations Unies, ancien ministre, soutien de François Bayrou. Merci d'avoir été l'invité.